Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant d'attaquer avec les indices, on va parler un peu des lignes de portefeuille qu'on peut avoir, donc du nombre de lignes différentes. Donc, généralement, on conseille de ne pas trop avoir de lignes différentes justement pour avoir un impact important sur son portefeuille. Si on a 100 lignes différentes d'actions et qu'une ligne va exploser, malheureusement, ça va impacter le portefeuille qu'à hauteur de 1%. Donc c'est pour ça qu'avoir un nombre restreint d'actions différentes, ça permet, quand on gagne, d'augmenter véritablement la valeur du portefeuille. A contrario, si on n'a qu'une ou deux lignes, alors quand on gagne, c'est très bien, mais si on perd, ça va être la catastrophe. Le compte va être divisé par deux ou par trois avec un seul mauvais trade. Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier. Donc généralement on conseille une dizaine voire une vingtaine de lignes. Diversifier mais pas trop. Pour avoir assez, pour impacter assez son portefeuille en cas de trade gagnant. Alors pourquoi plus que 10 lignes? Moi ce que je conseille c'est un peu plus que 10 lignes pour se garder la possibilité d'investir dans des actions à haut potentiel, le genre d'actions qu'on ne voit pas sur les grosses caps, hein, pas le CAC 40, mais des actions qui peuvent faire x2, x3 en quelques séances ou quelques semaines. Donc se garder comme ça une part de portefeuille où on peut gérer des actions, alors pas forcément sur une taille de position identique à ce qu'on trade généralement, mais 2, 3, voire 4, 5 lignes, où on joue des biotech. Moi j'aime bien ça, les biotech qui peuvent exploser. Et donc ça permet quand même d'impacter le portefeuille de manière intéressante. Parce que quand on fait du x2, x3, même sur une taille de position un peu réduite, bah ça fait du 5 ou 15 ou 20% sur des grosses tailles de position. Donc voilà, le portefeuille idéal, il n'existe pas, il est différent pour chacun. Mais généralement, il faut quand même qu'il soit relativement diversifié, mais pas trop. Donc moi, je conseillerais entre 10 et 20 lignes selon le temps que vous pouvez consacrer pour bien suivre toutes ces lignes et puis surtout que ça impacte réellement le portefeuille. Donc ni trop ni trop peu. Les indices maintenant, le Nikkei. Non, on va faire juste un point sur les cryptos avant parce que j'ai pas fait de point crypto depuis un moment. J'aurais pas le temps d'en faire après. Donc juste pour voir un suivi de tendance sur les cryptos, on est toujours baissier. Mais pourtant, il est pas encore mort, le Bitcoin, il n'a pas capitulé. La zone de capitulation, elle est ici, hein, sur les 37 000. Alors on s'en approche, on l'a frôlé, hein, hier et avant-hier. Là, on rebondit un peu, mais pour l'instant, c'est rien de bien important. Il va travailler ici entre les 37 000 et les 43 000 ces prochaines semaines. Et ça va véritablement nous donner la tendance à suivre. On a cru à une sortie par le haut fin mars, c'est raté. Donc il a rendu tout ce qu'il avait, hein, depuis l'explosion début février. On est ici à 37 000. On revient pour l'instant sur le point de départ. Donc février, mars, avril, 3 mois pour rien quasiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça nous a construit quand même une figure et ça va nous permettre de déceler une tendance probablement plus forte que ce qui a été fait précédemment. Alors si on vient casser les 37 000, on ira probablement vers les 28 000, 28-30 000, hein, pour arrondir. Sinon, si on casse les 43 000, il faudra à nouveau rattaquer les 48 000 pour relancer la tendance, mais cette fois, ça sera probablement plus fort parce que si on casse les 48 000, ça nous emmène comme dans plusieurs jours ou plusieurs semaines, et puis on sera au-dessus de la moyenne à 200, et il y aura eu un gros breakout derrière. Donc là, ce sera véritablement le signal d'achat et le signal de départ d'un retournement long terme sur le Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas, on est entre deux eaux et plus près de lâcher, donc plus près du chaos sur les 37 000 ici à surveiller. Alors la plupart des cryptos c'est la même chose, elles sont en descente, elles sont sous leur moyenne, sous leur support, elles sont dans des niveaux assez négatifs. Il y en a deux trois quand même qui méritent d'être surveillées. C'est Monero. Monero elle est toujours sur sa moyenne à 200, ici sur les 212 $. Pour l'instant, elle a fait juste une consolidation, hein, qui est pas énorme parce qu'elle avait pris Monero, hop, elle a pris rapidement 110%, donc plus du double.
Et là, elle rend 24%, donc c'est au prorata de ce qu'elle a gagné, donc rien d'affolant pour l'instant. C'est une zone qu'elle va travailler ici entre les 210 et même les 195, 190. Hein. Si elle revient jusqu'ici et qu'elle repart, ce sera plutôt positif et plutôt sain pour la valeur, donc rien de négatif. Mais si toutes les cryptos se cassent la gueule et qu'elles continuent elle aussi à descendre et à descendre sous les 180, ce sera la catastrophe pour Monero. Il y avait aussi Dogecoin, hein, qui profite un peu d'Elon Musk et de toute sa hype. Elle a tenté de sortie, ça a été raté. On tient les supports pour l'instant, hein, hop, Alerte déclenchée. les supports à 0,12 et un autre support à 0,13. Donc là, on est dessus, mais la tendance est toujours baissière. Donc il faudra vraiment un gros breakout et puis le tenir une ou deux journées, ce qui n'a pas été le cas récemment. Mais là, on est au-dessus quand même on est juste en dessous, pardon, de toutes nos moyennes. Et on est au-dessus du support à 0,12. Donc on peut être relativement confiant par rapport aux autres cryptos qui ont un peu plus de mal. Et la dernière, c'était Terra Luna. Et de l'autre côté, Terra Luna qui prend 1% aujourd'hui. Et puis hier et avant-hier, alors avant-hier, elle avait cassé son support à 80-40, qui est vraiment une zone charnière, hein, sur Terra Luna. On le voit ici sur ce graphique qui va souvent travailler cette zone et qui lui permet de rebondir ou de casser. C'est vraiment un support résistance alternativement. Et là, on repasse au-dessus. Et surtout, on est toujours au-dessus de notre moyenne les plus longues à 200, 100 et 150. Donc, pour l'instant, sur Terra Luna, on est bien orienté tant qu'on tient ces 80-40 à court terme. Allez, on attaque le point bourse avec les indices. On va faire rapidement les indices, hein. Le Nikkei, toujours dans un biseau descendant qui travaille entre 26 000 et 27 600. Donc cette nuit, il a fait quasiment rien. Il a rebondi depuis 2-3 jours là, sur son support et c'est un peu ce que tous les indices font. On est sur des supports un peu charnières, donc si ça lâche, ça va faire mal. Par contre, là, on est plus en phase de rebond. On le voit sur les marchés US aussi, les marchés américains, le Dow Jones. Alors là, c'est hier, mais tout à l'heure, le Dow Jones, il était quasiment stable. Hein. Il a méché un peu sur les 32 700 et puis il remonte, il était à moins 0,4, moins 0,2. Donc pareil, c'est cette zone-là qui est achetée sur le dos, hein, autour des 32 600, 33 000. On l'a vu fin février, début mars, donc c'est un point support pour l'instant qui est acheté. Sur le Nasdaq, c'est pareil. C'est les 13 000 environ. On était un peu au-dessus, un peu en dessous, mais on est toujours dans cette zone des 13 000 qui avait permis au mois de février et mois de mars de repartir. Et puis là, c'est pareil, hein, c'est racheté. Alors, si ça lâche, ça peut aller vers les 12 300 et plus bas, ça pourrait être le scénario. Mais pour l'instant, on est plus dans un scénario rebond ou au moins baisse de la volatilité et puis support acheté pour le moment. Donc c'est à surveiller. Et enfin le CAC 40. Le CAC pareil, hein, son support ici c'est le support à 6396. On a méché, on est revenu au-dessus. C'était un support sur lequel on avait fait un gap, hein, entre le 16 et le 15 mars. Donc on a passé pas mal de temps au-dessus. À court terme, on est toujours, court et moyen terme, on est toujours baissier. Donc on travaille ici entre les 6004 et les 6006. Et le fait du jour, surtout, c'était la grosse mèche. Hein. Il y a eu des indicateurs qui n'ont pas été bien appréciés, notamment le PMI et les indicateurs chinois. Donc tout ça, ça fait qu'on a eu une mèche énorme. On va le voir en minutes. Hop. Donc l'ouverture, elle est ici. On a ouvert avec un petit gap négatif sur les 6469 environ. Et puis la mèche, elle est arrivée à 9h56, la mèche du diable, hop, on se prend quasiment 2-3%, un peu plus de 2% sur le CAC, ce qui est énorme en 2 minutes. Et juste après, on rebondit. Alors, est-ce que c'est les investisseurs institutionnels ou les algorithmes qu'on fait soit l'un soit l'autre, peut-être un peu des deux? En tout cas, c'est une zone ici sur les 6320 qui a été noté comme une grosse opportunité d'achat. Donc ça a été racheté assez rapidement, on le voit, hein, à partir de 10h, hop, racheté, 10h2 racheté, et ça monte. Et en moins de 5-6 minutes, on revient sur un support intéressant sur les 6396.
le support qu'on va revoir en journalier juste après, et on est repassé toute la journée au-dessus. On est revenu le tester ici vers 14 heures, et même en fin de journée, et ça a tenu. Donc 6396, on revient au journalier, on regarde. Hop, c'est celui-là, hein, 6396, sur lequel on était passé au-dessus, et qu'on reste depuis le 16 mars. Donc grosse mèche basse, pas facile à dire. Grosse mèche basse et racheté, donc plutôt un point positif. Le point négatif, c'est les stops qui se déclenchent, hein, sur certaines valeurs, hein. Moi, j'ai notamment une valeur qui a explosé. Donc, c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir des stop loss, hein. Ça permet quand même d'éviter les catastrophes quand ça part vite et longtemps. Par contre, les mèches basses comme ça, qui sont rachetées immédiatement, bah, ça déclenche des stops. C'est le jeu, il faut faire avec. Donc on va voir juste avant de voir quelques actions. Je vais vous montrer sur Orange notamment. On va zoomer. Orange, on est ici. Et on a perdu 8%. 8% d'un coup sur Orange. Donc moi j'ai un stop qui s'est déclenché. Donc j'ai perdu la ligne. C'est pas grave, hein, petite plus-value quand même. Mais c'est toujours un peu embêtant de sortir d'une position comme ça. Allez, on attaque les actions, c'est parti. Alors, les actions, on a Acticor, non, si c'est ça. Acticor Biotech, je vous en parle depuis un moment, c'est une biotech, justement, j'en parlais dans le portefeuille, hein, les lignes, se garder une petite ligne sur des actions qui peuvent bien marcher, qui peuvent performer, qui peuvent surperformer par rapport au marché. Alors, on n'investit pas toujours à 10% de son portefeuille sur les lignes comme ça, mais avoir une petite ligne, ça permet de grappiller quand même un petit peu. Et sur Acticor Biotech, bah c'est pas mal, hein, parce que là, on avait une belle zone d'accumulation, ça a explosé, et puis ça recasse aujourd'hui, et puis sur l'oblique ici, petite zone de congestion, une deuxième. Aujourd'hui, ça a pété encore plus 8%. On n'est pas encore en surachat, on espère y aller demain. C'est une action jeune, hein, Acticor Biotech, et puis qui performe bien, qui est toujours bien orientée depuis un moment. Toujours intéressant d'avoir des biotech, je vais vous en présenter quelques-unes. En portefeuille, ça peut faire du x2 rapidement, hein. Là, on est sur les 8,22 et on est plutôt bien. American Airlines, ça a cassé l'oblique descendante, gros breakout, le pullback. Là, on est sur le pullback et puis on teste la moyenne à 200 et puis le support sur les 18,28. Donc, sur l'American Airlines. Normalement, si on tient ici cette zone et qu'on commence à repartir au-dessus des 18,6, 18,7, ce sera le signal, hein. C'est probablement une belle zone d'achat ici sous les 19 dollars pour à moyen terme aller rechercher les 22 et plus. Donc on surveille ces prochains jours, mais là on est dans une config plutôt classique, hein, sur American Airlines, c'est intéressant. BIC. BIC qui finissent flat, hein, finalement, plus 0 ou moins 0 comme on veut. Avec la petite mèche basse aussi, hein, donc là le stop s'est pas déclenché, je l'avais mis un peu plus bas. Toujours en belle zone de surachat, on est à plus de 80, on est à 88 niveau RSI. Mais quand on est dans des grosses tendances comme ça, des gros momentum, bah le surachat, on le tient souvent plusieurs jours, voire sur certaines actions plusieurs semaines. Donc c'est pas forcément parce qu'on rentre en zone de surachat qu'il faut vendre, et à l'inverse, hein, quand on sort, il faut acheter. Au niveau des 30, c'est pas toujours vrai. Et généralement, les belles tendances comme ça, quand on rentre à peine en surachat, ça tient et ça explose. Là, c'est le cas avec BIC. Phase de retournement, hein, sur BIC. Il faudrait que je nettoie un peu le graphique parce que c'est le bordel là. Mais on tient, on reste en position. Tant qu'on n'a pas de signaux de vente, toujours des beaux volumes intéressants, même s'ils sont décroissants. On va chercher des plus hauts de plus en plus haut. On est largement au-dessus de toutes les moyennes. On va attendre que la moyenne à 20 vienne au contact et puis on avisera le jour venu. Toujours intéressant à suivre. Boiron. Très bien, Boiron. Pourquoi? Parce que elle nous fait une figure de tasse avec anse, Boiron, avec la tasse ici, hein, sur les 42,50 environ. On descend, on descend, on descend. On fait le creux de la tasse. Décembre, janvier, février sur les 30, 35 euros environ. On remonte, on remonte.
Niveau février, donc on a fait la tasse. Et après, on fait lance. Lance, c'est la même figure que la tasse, mais en un peu plus petit et en un peu plus court au niveau temps et prix. Donc c'est une figure chartiste assez connue, hein, et généralement quand on casse, on fait la tasse, on fait lance, et puis quand on casse lance ici, c'est le signal de départ. Donc sur les 42,50 qui viennent d'être cassés aujourd'hui, hein, j'avais une alerte. Euh, sur les 42,50, bah, généralement c'est le signal. Alors on a eu plusieurs tentatives, hein, qui n'avaient pas été suivies parce que c'était en journalier, ça avait pas été, on n'avait pas clôturé en fin de journée au-dessus. On était passé juste durant la journée au-dessus, mais on avait clôturé en dessous. Et là aujourd'hui on finit bien au-dessus, on finit à 43,40. Donc vraiment avec un beau chandelier, on prend plus 4% sur Boiron. Et malgré le déremboursement de pas mal de ces produits, hein, Boiron qui fonctionne toujours plutôt bien et qui a un chiffre d'affaires assez stable, hein. En fondamental, vous regarderez, donc c'est plutôt correct. Peut-être un beau printemps et un bel été pour Boiron, donc ça mérite, ça se surveille, et puis on peut rentrer maintenant. Il y a de belles chances qu'on ait eu le signal d'achat ici aujourd'hui sur les 42,50. Bouygues, alors je sais pas si j'en avais parlé sur ma page ou sur la chaîne YouTube. Moi, j'avais shorté Bouygues ici sur les 33, 32,9 environ, parce qu'il y avait quand même plusieurs échecs et on repartait à la baisse. Donc malheureusement, j'ai pas mis un ordre limite ici parce que j'aurais bien vendu sur les 31, bien racheté, pardon, j'aurais bien racheté la valeur sur les 31. J'avais pas imaginé qu'on aurait une mèche basse comme ça aujourd'hui, tant pis. On est quand même orienté pour plusieurs jours à la baisse, probablement sur Bouygues, donc on garde le short, hein, et on va espérer retourner au moins à minima sur les 31,7, et puis pourquoi pas sur les 31 et en dessous, parce que on a eu quand même beaucoup de mal ici à taper les 33,3, c'est qu'on fait obstacle et qu'on fait obstacle plusieurs fois. Et le fait de lâcher, là, c'est quand même un signal très fort et assez négatif sur la valeur. Donc on joue contre Bouygues. Crédit Agricole. Alors les bancaires, toujours dans une optique moyen terme, long terme, c'est plutôt pas mal, hein, sur ces valorisations-là. Alors sur Crédit Agricole, je la fais pas souvent parce que je suis pas fan de cette action-là. Mais elles sont à peu près toutes pareilles, hein, les bancaires. Elles ont mis un plus bas début mars. Elles ont fait une tentative de reprise et puis après elles construisent. Et là, on est un peu dans une zone de temporisation sur des points pivots qui avaient été achetés. On voit sur hop, en mensuel, hein, sur Crédit Agricole ici. On est sur du 10,2. Ça nous met ici. C'est une zone qui a souvent été achetée ici sur sa moyenne à 50 périodes en mensuel. Donc là, on y revient. Et puis surtout, on a la mèche basse avant ici, mars 2022. Et puis là, on commence à amortir un peu la chute. Donc c'est une zone qui va probablement être travaillée, mais on n'ira pas beaucoup plus bas, a priori. Et à moyen terme et long terme, donc les banquières sont plutôt intéressantes à prendre maintenant, selon moi. À court terme, pas terrible, hein. À court terme, c'est assez moche. On est encore en descente, mais tant qu'on tient alors sur Crédit Agricole, les 9,7, 9,80, même si on mèche un peu en dessous, c'est pas catastrophique. On a un support sur Crédit Agricole ici. Sur les 8, 8,60, il faudra pas trop aller le chercher, mais pour l'instant, c'est de la zone de travail plutôt dans une optique long terme, hein. Sur court terme, c'est pas trop jouable. Elior Group. Elior Group, c'est pas terrible. On a bien explosé là. Alors, on commence quand même à mettre des petits supports, hein, sur 2,7 et 2,3. Faudra casser ici les 3,062 qui datent de longtemps, hein, octobre 2020. On voit que la valeur a tenté quand même de retravailler sur ces niveaux-là. Donc c'est une valorisation qui est un peu charnière sur le titre. Donc recasser les 3,06 et puis surtout ici la moyenne à 50 sur les 3,20 et les 3,53 qui avaient fait obstacle au mois de mars. Donc ça fait encore pas mal de boulot, mais si on le fait rapidement, qu'on casse les 3,20
Et les 3,50, alors oui, on pourra se mettre à l'achat sur Elior, sinon la tendance elle est vraiment négative sur ce titre, donc on évite d'acheter les titres comme ça qui sont en train de se casser la gueule, parce que c'est pas très bon. Groupe SFPI. Groupe SFPI, ils ont fait un beau breakout. Un pullback sur à peu près la moitié du chandelier, c'est toujours une zone charnière hein, sur la moitié du chandelier de breakout. Et puis là, baisse de la volatilité, on va zoomer et on gagne et on perd à peu près l'équivalent de la veille le lendemain. Donc c'est intéressant, ça se surveille parce que ça peut repartir. On peut avoir la deuxième vague hein, sur le groupe SFPI. Moi je suis déjà parti, hein, j'avais joué le court terme, j'étais parti sur les 3,10. Mais le fait qu'on rentre pas grand chose comme ça, qu'on ait des plus bas qui aillent pas en dessous des 2,9, ça peut être intéressant. Alors il nous manque un peu de volume. On voit les volumes sont en train de descendre. Et ça peut repartir rapidement, parce que la moyenne à 200 ici à 3,20, elle est pas loin, elle est toujours plate. Si on a des bonnes nouvelles, ouais, si ça repart bien. Et puis par rapport au marché aussi, le marché qui se prend moins 1 et quelques aujourd'hui, groupe SFPI, ils prennent plus 0,6, donc elle surperforme pour l'instant. Donc ça peut être vu ici comme une zone d'accumulation et puis une belle zone pour rentrer. Si on recasse ici, ben, on partira avec une petite perte. Donc on peut rentrer sur groupe SFPI sur les 3 euros. Et puis si ça casse, on casse la moyenne à 200 sur les 3,20 et puis on peut avoir un gros breakout hein, sur le groupe SFPI, un deuxième. Donc c'est une bonne chose. Belle porte d'entrée ici. ICAD. ICAD, ils sont un peu sur un support charnière ici sur les 56. Il faudra les tenir parce que là on est dans le bas du triangle, hein, le triangle, le fameux triangle, quand on casse l'oblique, on met les plus hauts, on fait le pullback et puis on travaille dans ce triangle. Là on est dans le bas, donc on est dans le bas de la figure. On est même en dessous, non, on va zoomer. On est sûr, on est pile sur la moyenne à 50. Il faut attendre un peu, mais si on regarde les indicateurs niveau MACD, on est quand même bien orienté négatif. Il y a des chances qu'on casse ces prochains jours. Il vaut mieux attendre quand même que ça travaille un peu mieux. Et surtout déborder les 62 dollars, 62 euros pour ICAD pour vraiment bien se placer. Alors ça fait un gros gap par rapport à la valeur actuelle, mais là c'est trop risqué de se placer sur ICAD en espérant que ça aille mieux. Donc attendre surtout le débordement des 62. IDEX Laboratoire, c'est au Nasdaq. On est stable. On perd juste 0,1. On a cassé les 460, ça c'était bien négatif. Hein. Niveau MACD, on le voit, on est bien orienté, on est mal orienté, pardon. RSI, on vient d'entrer dans la zone de survente. Toutes les moyennes sont en train de se retourner à la baisse. Donc c'est pas le moment d'investir. Si on est en position, c'est pas. Alors on aurait pu quitter ici sur les 460. Mais si on est en position, c'est faut pas trop quitter non plus maintenant parce qu'on arrive peut-être sur un support autour des 406, 400 dollars. C'est peut-être quelque chose qui va permettre de repartir. Alors là, on est à 430. Ah, ça vaut le coup quand même au moins de tenir jusque-là, essayer de voir si les 400 vont permettre de repartir. Parce que c'est une zone 406, 350 qui a bien été travaillée par le passé et qui pourrait permettre probablement au moins de commencer à construire une figure et de temporiser, d'autant qu'on est revenu au niveau du RSI sous les 30. Donc la zone de vente, elle était un peu plus haut, mais elle n'est pas trop maintenant et elle sera peut-être un peu plus tard. Donc là, on est entre deux. Nexity. Nexity, c'est très vilain aussi. Et on a une. Hop, c'est en rouge. Le support à 28,8, il est enfoncé. Non, on est dessus. Alors, il n'est pas enfoncé aujourd'hui, mais c'est pas bien glorieux. Faudra tenir les 28,85 sur Nexity pour espérer construire, mais quand même, grosse pression baissière. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui tient ici. À chaque fois qu'on retourne sur les moyennes à 20 ou 50, alors celle à 50, on n'y est même pas retourné. Mais à 20, pour l'instant, c'est un échec. Et puis, on va toujours plus bas. Donc il faut attendre d'aller chercher au moins la moyenne à 50 pour pouvoir se mettre sur le titre et espérer que les 28,80 tiennent parce que pour l'instant Nexity c'est catastrophique, il ne faut surtout pas investir dessus en ce moment. Parrot, je l'ai mis
On avait cassé, ouais, on avait cassé pendant un moment les 5, 5,08. C'était la grosse résistance. Et puis en fin de journée, on est retombé en dessous. Alors le point positif sur Parrot, c'est qu'on met quand même des plus hauts, de plus en plus hauts depuis quelques jours. Donc on a eu le gros breakout. Et on n'a rien rendu, comme précédemment on avait eu le breakout, on rendait, et puis là on avait véritablement une zone d'accumulation, c'était un signal d'achat, hein. Alors c'était pas un signal d'achat très très fort où il fallait mettre une grosse taille de position, parce que si on dézoome, on voit qu'on a quand même une pression baissière importante sur le titre. Mais quand même ce genre de config ça s'achète parce que ça appelle normalement une seconde vague qu'on a eue ici. Et là on rend rien du tout. Et on arrive sur une petite résistance. Et on est au-dessus de toutes les moyennes, c'est en train de se retourner. On a eu un beau pic de volume aussi aujourd'hui, hein, par rapport au précédent jour. Donc c'est intéressant, Parrot on garde. Et on espère pareil d'avoir toujours une belle journée où on a encore un gros chandelier à 4%. C'est pas impossible. Sartorius, ça a méché avec tout le monde. On était parti pour du court terme, hein, avant éventuellement mieux sur Sartorius, parce qu'il y avait un double top ici qui était intéressant, qui pouvait se jouer, hein, sur les 300 € environ. Et malheureusement aujourd'hui avec la mèche, c'est parti. Et c'est toujours pas très bien orienté. Le fait qu'on ait fait que juste 2 journées en positif. Sartorius, on va éviter, hein, l'alerte court terme, c'était probablement utile, hein, de se mettre un stop loss sur ce genre de valeur, parce que si on dézoome, on voit qu'on est quand même orienté méchamment à la baisse, donc le double top n'a pas suffi. On va le rechercher une troisième fois, donc si ça lâche, attention sur Sartorius. Et enfin Stellantis. Stellantis toujours sous son oblique baissière. Court terme ici qu'il va falloir casser pour respirer mieux. Alors elle l'avait cassé avec une mèche le 21 avril, ça n'a pas suffi. Là on est encore en dessous. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, pour l'instant sur Stellantis. Faudra déjà casser et puis commencer à retravailler au-dessus des 13,50. Sinon, si on veut jouer contre Stellantis, éventuellement attendre qu'elle vienne flirter ici avec l'oblique sur les 12,9 environ. Et si on voit que ça commence à redescendre, on peut jouer contre Stellantis parce qu'on peut aller chercher encore plus bas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sur le titre. Pour l'instant, c'est pas très bien orienté, donc plutôt tendance à les shorter Stellantis. Tant qu'on ne casse pas les points pivots, on a aussi une alerte RSI. Si on casse l'alerte RSI, alors oui, on pourra peut-être se mettre en position en anticipation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, et puis à mettre aussi en commentaire toutes les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade, à plus!